Donc, je vous propose d'accueillir Annie Gravé. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Donc, je vois pas mal de nouvelles têtes. C'est ce que j'avais prédit tout à l'heure en disant que l'amphi va se remplir progressivement tout au long de la journée. Alors, Annie Gravé de Télécom Bretagne, donc, est professeure à Télécom Bretagne et responsable du département informatique. Elle est aussi membre de l'IRISA, qui est donc une UMR, CNRS, INRIA, Université de Rennes, et donc Télécom Bretagne, plus j'oublie une des tutelles, je ne sais plus. L'ENS, voilà, c'est ça. Je me dis, je vois Claude là, je n'aurais pas dû oublier l'ENS quand même, c'est ça, qui est une composante importante. Alors, ces thèmes d'enseignement et de recherche donc, sont la conception et l'évaluation de méthodes d'ingénierie de trafic pour les réseaux large bande et un certain nombre d'autres choses donc, que Annick va évoquer en passant. Et je vois que dans ta bio, tu n'as pas mentionné, je le mentionne quand même, que tu as passé quand même pas mal de temps dans les laboratoires de recherche industriels quand même, c'est ça, chez Ex-Orange, France Télécom, donc pendant longtemps, si je me souviens bien. Voilà. Et donc Annie va nous parler de la commutation de paquets optiques dans les réseaux métropolitains. À toi la parole. Il marche pas ? Merci, oui, celui-là marche. Donc je vais vous parler de réseaux beaucoup plus classiques, donc de réseaux en fait d'opérateurs de télécom et des évolutions qu'on peut envisager dans un avenir, pas demain, mais d'ici quelques années. Alors, je vais vous parler d'un morceau de réseau dont on entend de plus en plus parler. C'était quelque chose qui n'existait pas dans la tête des gens, mais c'est les réseaux métropolitains. Alors, c'est quoi le réseau métropolitain ? Eh bien, c'est le morceau de réseau qui est en fait entre les réseaux d'accès à gauche, tous les types de réseaux d'accès, qu'ils soient fixes ou mobiles, et puis le backbone, là où en fait on travaille en IP. Et entre les deux, eh bien, il y a des réseaux, et ça peut être des très grands réseaux. Typiquement, eh bien, ce réseau métropolitain en Bretagne, eh bien, ça va couvrir toute la Bretagne, et on entre dans le cœur de réseau uniquement au niveau de Rennes. Alors pourquoi en parle-t-on ces jours-ci beaucoup? Eh bien parce que en fait, la distribution de contenu, qui est devenue le problème majoritaire sur les réseaux actuels, a évolué d'une distribution à partir de données centralisées dans le backbone à des distributions qui se font aujourd'hui au niveau de l'entrée dans ce réseau, et on envisage de plus en plus de mettre les data centers le plus proche des usagers pour rendre la distribution plus efficace. Donc, ces réseaux-là sont des réseaux qui sont en train complètement d'évoluer dans les technologies, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une de ces technologies-là. Donc ici, juste un rappel sur des études qui viennent des Bell Labs, juste pour vous montrer l'importance. En fait, l'endroit où le trafic augmente le plus actuellement, eh bien, c'est cet endroit, c'est ce réseau métropolitain, avec en plus des problèmes pour les spécialistes qu'on appelle de front haul et de back haul de réseaux mobiles, qui sont particulièrement complexes, puisqu'en fait on va avoir besoin de relier des centres mobiles de façon beaucoup plus efficace pour pouvoir amener ce qu'on appelle la LTE, Long Term Evolution, ou la 5G dans les réseaux. Bien, donc de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler de la technologie, de sa performance, comment on protège ces réseaux, et en fait comment on met des mécanismes de contrôle de réseau, ce que j'appelle une MAC basée label, qui va être compatible avec les méthodes de contrôle actuelles des réseaux qu'on appelle le Software Defined Network, et je vais vous montrer comment on peut faire tout ça. Bien, alors à la base, on va utiliser des technologies qui ont été proposées en 2007 par Alcatel, Lucent, et en fait, on considère
des anneaux WDM sur lesquels on aura de multiples canaux de données et un unique canal de contrôle. Alors là, vous avez des codes couleurs. Le bleu représente des éléments qui sont électroniques, on fait de la commutation électronique, et le rouge des éléments où on fait de la commutation optique. Alors pourquoi la commutation optique? Eh bien, pour faire des économies d'énergie. Typiquement, la commutation électrique, vous savez que la part de la consommation électrique dans les réseaux, c'est essentiellement dû à la partie électronique des réseaux. Et donc, pour réduire cette consommation électrique, eh bien, on essaye de faire la majorité des choses en optique. Alors, l'optique, c'est très beau, mais ça a un gros problème, c'est que ça ne sait pas mettre des files d'attente. Donc, en fait, il va falloir gérer les problèmes de files d'attente de façon un petit peu innovante. Et c'est ce que permet de faire cette technologie. Donc, comme je vous l'ai dit, de multiples canaux de données que j'ai colorisés là, et puis un canal de contrôle qui va me permettre de contrôler tous les flux de données qui circulent. Et on peut faire ce qu'on appelle du transit transparent quand le paquet n'est pas destiné à la station, et par contre, on va faire du traitement électronique pour gérer tous les flux qui vont arriver dans les stations. Alors, je suis obligée d'aller vite, donc je ne vous donnerai pas vraiment beaucoup de détails, mais quelles sont les problématiques? Alors, évidemment, ça, c'est fait pour des vrais réseaux qu'on va déployer aujourd'hui et qui doivent avoir ce qu'on appelle Carrier Grade Quality of Service. Donc, en fait, une qualité de service compatible avec les réseaux de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des réseaux qui doivent avoir des pertes minimales et des délais extrêmement faibles. On parle de délais vraiment très très petits, en particulier quand on fait de la collaboration entre les nœuds mobiles. Alors la perte et le délai, ça peut venir de la partie électronique de la technologie et de la partie optique. La partie optique, on a choisi d'interdire la perte. Donc en fait, sauf quand on a une vilaine pelleteuse qui va casser la fibre, normalement, il n'y a pas de perte. On n'élimine pas un paquet optique une fois qu'il est dans l'optique et on va le transporter jusqu'au bout. Donc la problématique de performance est essentiellement due au délai. Comment va-t-on gérer la latence? Comment va-t-on gérer la gigue et comment va-t-on les contrôler? Et ça, c'est en fait le rôle de ce qu'on appelle la MAC, Medium Access Control. Comment est-ce qu'on insère les paquets et comment on les extrait? Alors, on les insère de façon très simple. Dès qu'il y a un trou qui nous convient, donc en fait, un slot qui va à la bonne destination, on a le droit de mettre le paquet dedans. Et comment on les extrait? Eh bien, on a le droit de recevoir plusieurs paquets à la fois et on va extraire tous les paquets qu'on en reçoit. Donc vous voyez, c'est vraiment simplissime, a priori, comme opération. Il faut que ce soit simple parce que c'est une technologie de réseau de transport. Alors, comment est-ce qu'on quantifie ça? Parce que c'est bien beau de proposer des technologies, mais il faut montrer que ça marche. Ben là, ça marche bien. En fait, on a des modèles relativement simples. Alors, comme Jamal l'a fait remarquer, la vraie problématique pour pouvoir utiliser des modèles simples, eh ben, il faut déjà les trouver. Et il faut montrer qu'on réussit à bien représenter un comportement complexe avec des modèles les plus simples possibles. Et là, les modèles, eh ben, on a des modèles de file d'attente qui nous montrent en fait que le temps d'insertion peut être réduit à quelques slot times. Et un slot time, c'est pas bien gros, ça se compte en microsecondes. Et puis, la gigue elle-même est limitée. Et donc, les études qu'on a faites il y a un certain nombre d'années montrent que la simulation, en fait, c'est les courbes rouges et vertes, eh bien, vont très bien par rapport au modèle mathématique de file d'attente qui est la ligne bleue. Alors, comme je vous l'ai dit, on a une MAC qui marche de façon très très simple, de façon opportuniste. Le problème, c'est que ça a un vice caché.
Et le vice caché, ça va être justement le fait que, contrairement à ce qui se passe dans les réseaux de transport classiques, où une fois que les paquets sont mis dans des circuits, on met les circuits et puis ils vivent leur vie, et bien là, pour insérer les paquets, on est obligé de faire en sorte qu'on est sûr d'avoir un slot au bon moment. Et en fait, donc, ça donne des problèmes de stabilité parce qu'en fait, pour ceux qui font un tout petit peu de file d'attente, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce système-là, eh bien, il n'est pas conservatif. C'est-à-dire qu'on a des stations qui peuvent avoir du trafic à envoyer, on a des slots qui sont libres, mais ce n'est pas des slots qui vont au bon endroit. Et donc, en fait, j'ai du trafic à envoyer, il y a des slots libres, mais je ne peux pas les utiliser. Et ça pose un certain nombre de problèmes qui va être géré par des méthodes de scheduling. Donc, on va trouver des méthodes de scheduling qui nous permettent d'optimiser et de faire fonctionner le truc néanmoins. Alors, juste pour vous illustrer le problème, je vous montre un petit exemple. Ici, on a un simple anneau avec 2 canaux de données qu'on appelle le grand lambda 1 et grand lambda 2. Et si vous regardez sur la somme du trafic total, eh bien, on est toujours en dessous de 100%. On est toujours en dessous de 1. Donc on penserait qu'a priori ça devrait bien fonctionner. Eh bien non, ça ne fonctionne pas bien. Ça se voit sur la simulation à droite qui en fait représente en l'axe des X le temps de simulation, l'axe des Y la taille des files d'attente, et on voit que la taille des files d'attente augmente avec la durée de la simulation, ce qui est typique d'un système instable puisque les files d'attente se remplissent. Donc comment régler ça? Eh bien, on a travaillé pour modéliser le problème, comme d'habitude, et on a trouvé une famille de schedulers avec un certain nombre de règles qui nous permettent d'éviter le problème. Bien, alors maintenant, un autre problème, c'est, comme Jamal vous l'a dit, on va supporter des tas de choses sur les réseaux d'opérateurs, des tas de types de trafic différents qui vont probablement demander de la qualité de service différente. Et donc, il va falloir pouvoir en fait gérer ces multiples qualités de service et donner des choses un petit peu différentes pour pouvoir mettre des politiques qui sont différentes. Donc ça veut dire qu'il va falloir différencier les flux de trafic. La méthode à la mode pour différencier les flux de trafic, et vous allez voir que c'est très très malin, eh bien ça va être de les étiqueter. Donc en fait on va étiqueter les données avec ce qu'on appelle aujourd'hui des labels, les flux de données de chaque couche cliente, ça peut être de l'Ethernet, ça peut être du mobile, ça peut être de l'IP, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, chacun va être étiqueté avec un label, et ce label va être utilisé dans les stations. Comment est-il utilisé? Eh bien, chaque station va avoir une table de commutation, et la table de commutation va identifier le flux avec le label et savoir, en fonction du label, si j'ai un paquet à insérer ou si j'ai un paquet à récupérer. Et le problème du contrôle de tous ces flux de données, eh bien, il va se résumer à gérer une simple table de commutation comme dans un vulgaire routeur MPLS. Donc on peut faire du multicast pour faire de l'IPTV si on veut, mais j'ai manifestement pas le temps de vous en parler. On peut protéger les canaux de données des vilains coups de pelleteuse de façon classique, en faisant ce qu'on appelle du 1+1, où on répète les flux dans les deux sens, ou bien du 1 pour 1, quand on envoie un flux uniquement quand il y a une perte. Et on fait ça de façon extrêmement efficace. Comment? Eh bien, toujours grâce à nos labels. Parce qu'en fait, les flux de backup, les flux de protection vont être identifiés également par des labels. Quand on aura une erreur que l'on détecte, cette erreur sera transportée sur le canal de contrôle. Chaque station va recevoir, grâce au canal de contrôle, la notification de l'endroit où il y a eu une erreur. Et grâce à la table de protection, on va identifier quels sont les canaux, quels sont les flux qui sont touchés par l'erreur. Et on va pouvoir modifier la table de commutation
pour avoir un flux qui continue à marcher. Et on fait ça, la grande richesse de cette technologie par rapport aux technologies classiques, c'est qu'on fait ça flux par flux. Donc il y a des flux qu'on pourra beaucoup protéger, d'autres qu'on pourra protéger moyennement et d'autres qu'on ne protégera pas du tout. Et donc ça permet d'avoir réellement une différenciation de trafic. Donc avec une très très bonne réactivité. Et maintenant on arrive au dernier problème, c'est comment on dimensionne ces réseaux et comment on les gère. Avant de les gérer, il faut les configurer. Et donc la configuration, elle va se faire en prévoyant quel trafic on devra porter. Donc en fait, on va avoir des prévisions de trafic pour identifier ces boucles qui sont des boucles virtuelles, hein, qui se sont posées sur des réseaux maillés. Et puis ensuite, il va falloir configurer ces flots et configurer les tables dont on a parlé. Alors, la mécanique, elle est relativement classique. On a une matrice de trafic. La matrice de trafic va être traduite en matrice à servir. Ça va dépendre du mode de service que l'on veut dans le réseau. Et puis, maintenant, on va dimensionner en minimisant un coût. Donc, problématique classique. Qu'est-ce qui coûte cher dans un réseau ? Ce qui coûte cher, c'est d'une part les canaux. Donc, on va comptabiliser le coût des canaux et puis les transpondeurs. Donc en fait, on va comptabiliser le nombre de récepteurs que l'on a dans chacun des nœuds et on va faire un compromis entre les coûts. Comme on ne sait pas trop, en gros, les coûts respectifs, ça peut dépendre si on est dans un greenfield, donc quelqu'un qui va déployer un nouveau réseau, ou dans un brownfield, un opérateur qui a déjà des fibres et qui veut changer sa technologie. On a regardé différents cas et là, sur l'exemple que vous avez, vous voyez que pour la même matrice de trafic, on peut avoir 2 canaux et 5 récepteurs ou bien 3 canaux et 4 récepteurs. Comment on fait ça ? C'est de l'ILP, bête et méchant pour les petits réseaux. Ce n'est pas des réseaux très très grands, c'est des réseaux métropolitains d'une dizaine de nœuds, c'est pas énorme. Ou bien on a des heuristiques, si jamais on a des plus grands réseaux. Donc là, l'impact du côté non conservatif dont je vous ai parlé, je n'ai pas le temps d'aborder ça, les coûts. Et maintenant, la chose intéressante, c'est, c'est bien beau tout ça, mais comment ça se positionne par rapport à l'existant ? Parce que l'existant aujourd'hui, vous avez toutes les couches, des couches clientes qu'il y a au-dessus, ça va de l'Ethernet à l'IP, à tous les réseaux privés. Et puis en dessous, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le WDM, tout le monde dans la salle a entendu parler des deux. Et puis entre les deux, qu'est-ce qu'on fait ? Entre les deux, aujourd'hui, on fait soit de l'Optical Circuit Switching, donc l'OTN, en fait, soit on fait une couche intermédiaire de transport dans les réseaux métropolitains à base de MPLS, une version de MPLS. Et nous, ce que l'on a montré, c'est qu'avec cette technologie de slot optique, on a quelque chose d'intermédiaire qui a la granularité des couches MPLS, TP et PBB, donc la même granularité. On est en dessous de la longueur d'onde, alors que l'OTN est obligatoirement au niveau du flux de la longueur d'onde. Et on a la souplesse, donc en fait on a un compromis, on a la souplesse de l'électronique et la granularité de l'électronique, mais avec la transparence de l'optique. Cerise sur le gâteau, ces technologies-là en fait vont très très bien avec les méthodes de contrôle des réseaux modernes que l'on a aujourd'hui. D'une part, c'est ce qu'on appelle SDN compliant, Software Defined Network, parce que on peut identifier les flots et aller écrire les tables de contrôle. Et c'est même GMPLS compliant, puisqu'en fait, l'établissement de ces flux peut se faire grâce à un protocole classique. Et voilà, donc j'ai terminé et je suis prête à répondre à vos questions.
Est-ce qu'on a des questions? On va prendre 2 questions. Et étant donné que si on essaie de respecter les délais, et puis on poursuivra les échanges lors de la pause qui, elle, devrait durer une grosse demi-heure, donc normalement une quarantaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? Ah, on a parlé d'Alcatel-Lucent, tu ne pouvais pas ne pas te poser de questions. Donc Olivier Audouin d'Alcatel-Lucent. Oui, merci. Donc tu as parlé à juste titre des objectifs de l'approche en termes de réduction énergétique, de caractère carrier grade, de fiabilité. Tu as montré des optimisations de coûts de la solution elle-même dans l'exercice de dimensionnement. Tu l'as aussi positionné par rapport aux approches existantes. Je me demandais si tu avais des choses à partager en termes de quantification un petit peu des comparaisons par rapport aux solutions existantes, en termes par exemple de consommation énergétique. Est-ce que c'est des choses que vous avez étudiées, ou en termes de coûts, voilà, ou en termes aussi de quantification en termes de fiabilité? Alors, c'est très intéressant. On est en train de monter un projet d'ailleurs autour de ça, un projet ANR qui a été présélectionné donc, avec des collègues, donc justement pour quantifier le gain en énergie. Les études que nous on a faites n'ont pas travaillé là-dessus, mais il y a des études qui ont été faites en particulier par Dominique Chiaroni chez toi, qui ont déjà quantifié le gain par rapport aux anneaux Ethernet classiques. Au point de vue de la protection, on est nettement meilleur que la protection classique des 50 millisecondes. Donc en fait, c'est quelque chose qui permet d'être mieux que le carrier grade. Ça répond à ta question. D'autres questions? Est-ce qu'il y a une deuxième question? S'il n'y a pas de deuxième question, la question que j'ai posée à Jamal, j'ai dit, je suis sûr que tu aurais un avis là-dessus, sur l'incrémental versus le clean slate, versus on refait tout de toute façon à un moment ou à un autre. Si on continue en incrémental, on va être plafonné. Est-ce que tu as un avis? Je veux juste savoir s'il faudrait qu'on organise un séminaire de la controverse là-dessus ou pas. Finalement. Si on regarde ce qui se passe dans les réseaux de data centers, c'est du clean slate. Les réseaux à l'intérieur des data centers sont aujourd'hui utilisent des méthodes qui sont tout à fait nouvelles pour pouvoir justement commuter sur les machines virtuelles plus efficacement. Et c'est des méthodes aujourd'hui complètement ad hoc. Ils ont ce qu'ils appellent la règle de 4. Chaque donnée doit être stockée à 4 endroits différents parce que, a priori, on sait que les machines vont tomber, mais si on en a 3 qui sont vivantes alors qu'il y en a une qui est morte, c'est pas bien grave. Donc en fait, là, ça, c'est du clean slate. Sinon, dans les réseaux d'opérateurs, à mon avis, c'est absolument pas réaliste de penser au clean slate aujourd'hui. Un opérateur, même s'il va dans un nouvel endroit, il va utiliser des technologies éprouvées pour pouvoir déployer ces réseaux. Soyons raisonnables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire des choses, mais pour les réseaux existants, on restera dans l'incrémental. Pour les réseaux émergents, par contre, que ce soit dans le pair-à-pair ou dans les data centers ou éventuellement les réseaux sociaux, là, effectivement, il peut y avoir du clean slate. Donc du clean slate par petits bouts, en fait, c'est ça, par endroit. Merci beaucoup, Annick. Je vous propose de... Merci. Juste avant la pause, j'en profite pour remercier les 2 experts qui ont bien voulu rapporter, donc donner leur avis sur cette session. Donc les 2 experts que sont Claude Jarre, ici présent, professeur à l'université de Nantes, et puis Olivier Audouin d'Alcatel-Lucent Bell Labs. Voilà, merci à eux. Bonne pause, et puis on reprend à 11h. Voilà.